Le patron de Total, Patrick Pouyanné, vient d'annoncer un chèque de 100 € pour tout abonné au gaz Total. Donc une aide directe au pouvoir d'achat de la part de Total. Vous savez pourquoi il fait ça? Parce qu'il va sortir que son bénéfice net cette année, c'est le record absolu, 15 milliards. Donc en fait, Total fait aujourd'hui beaucoup d'argent sur le dos des Français, à travers les factures de gaz, à travers les factures de carburant, et sur l'exploitation du pétrole qui nous pourrit le climat et remet en cause notre avenir collectif. Donc je comprends que M. Pouyanné fasse un geste vis-à-vis des consommateurs qu'il a. Non, parce que le sujet, ce n'est pas la charité de Total vis-à-vis de ses consommateurs, c'est comment Total, grande entreprise française, qui a des compétences incroyables, arrête de considérer qu'il faut aller chercher la dernière goutte de pétrole, parce que la dernière goutte de pétrole sera toujours plus rentable qu'un panneau photovoltaïque. Avec la puissance de Total, s'ils engageaient la sortie du pétrole pour mettre toute leur intelligence, tout leur investissement sur les énergies renouvelables, sur la réduction de nos consommations d'énergie qui protège notre pouvoir d'achat, eh bien, ils rendraient un service immense à l'humanité. Aujourd'hui, Total fait partie de ceux qui contribuent à la destruction de la planète. Donc, petit effort de Total, il rend l'argent, vous dites qu'il gagne sur le dos des Français. Vous dites, on va mettre le paquet sur la rénovation thermique, avec un budget très important, et ça permettra aux Français de faire des économies d'énergie. Ça, c'est important. Vous dites 600, aussi, 700 € par an, rien que sur le chauffage. C'est ce que vous avez calculé en moyenne une fois qu'on aura nos logements rénovés, bien sûr. Rénovés avec des aides substantielles. Pour les familles les plus vulnérables, les 2 millions de familles, vous savez, il y a 12 millions de Français aujourd'hui, 12 millions de Français, qui n'arrivent pas à se chauffer tous les jours. C'est des problèmes de santé, c'est des problèmes de confort. Pour les 2 millions de familles qui sont à la précarité énergétique et qui sont les plus fragiles d'entre nous, ce sera totalement pris en charge par l'investissement public. La facture est payée. Ce sera totalement pris en charge par l'investissement public. Pas de taxe carbone dans votre programme. Vous la remplacez, sauf erreur, par une TVA modulée, si j'ai bien compris. Une TVA qui va baisser sur les produits et les services écologiques. Hein. J'ai bien compris. L'idée, on maintient telle qu'elle est aujourd'hui. Aujourd'hui, on ne va pas monter la taxe carbone alors que les prix de l'énergie ont déjà explosé. Donc, mais en revanche, toute mon approche de la fiscalité, au fond, c'est une approche bonus-malus, que tout le monde comprend. Vous avez un produit qui est réparable, recyclable, qui a été fait en France, on baisse la TVA. Vous avez un produit qui relève de l'obsolescence programmée, qui a fait des milliers de kilomètres inutiles, vous augmentez la TVA. Vous baissez la TVA sur le bio, vous augmentez la TVA sur ce qui est trop gras, trop sucré, trop salé. Eh bien, c'est rendre accessible tout ce qui nous fait du bien à tout le monde, et c'est effectivement sanctionner ce qui nous fait du mal. Mais on fera la même chose sur l'impôt sur la fortune. C'est très facile à comprendre tel que vous racontez. C'est hyper compliqué à mettre en place. C'est une usine à gaz assez irréaliste. Absolument pas. Et sur quels critères vous arrivez à mes collègues suédois, une telle modulation de la TVA? Mes collègues suédois verts ont réussi à engager cette réforme de la TVA en Suède. Donc simplement, vous savez, vous faites réparer un vélo, par exemple, TVA 5,5. Vous prenez des transports collectifs, TVA 5,5. On peut parfaitement le faire. Moi, je veux que les Français retrouvent la liberté de se déplacer, l'accès au déplacement, retrouvent le confort dans leur appartement, dans leur ville, mangent une alimentation de qualité. Et donc, on va soutenir tous les secteurs économiques qui existent déjà, mais qui sont souvent contraints. On va les soutenir. Et tous ceux qui, effectivement, promeuvent la malbouffe, le pétrole, ou les pesticides, eh bien ceux-là, ils vont être taxés davantage et probablement, parfois, comme sur le glyphosate, les néonicotinoïdes, on interdira. Alors, je rappelle qu'on est dans votre bureau, dans votre QG, dans le 9e arrondissement de Paris, métro Chaussée-d'Antin. Absolument. Pas facile de circuler dans Paris. À propos, interdiction des véhicules neufs d'ici à 2030. On est en 2022. De thermique. Thermique, évidemment. À carburant thermique. Même les hybrides, d'ailleurs. Non, vous savez... Non, mais je vous pose la question. Hybride compris? Ah bah là, il faut... les hybrides, on aura une période de transition plus forte, mais essence, diesel, ça c'est sûr. Alors, vous mettez...
il y a des constructeurs comme Renault qui ont mis le paquet sur l'électrique depuis longtemps, mais malgré tout, c'est dans 8 ans, cette interdiction de vendre des voitures thermiques. Vous ne les mettez pas en danger, les constructeurs là? Au contraire. Au contraire. Vous avez vu les résultats de notre balance commerciale? Depuis 10 ans, nous sommes devenus importateurs massivement de voitures. Nos constructeurs automobiles, de manière bien au-delà de tous les constructeurs européens, ont délocalisé. Tous les 10 ans, on perd 100 000 emplois dans l'industrie automobile en France. Et bien justement, il est temps que l'industrie automobile française s'inscrive sur ce qui va être le futur de l'automobile. Les Allemands s'y mettent. Renault vient d'annoncer qu'en 2030, ils seront tout électriques. Aux États-Unis, en Allemagne, en Chine, ils prennent ce chemin-là. Vous savez qu'on a quand même 60 000, 70 000 morts liés à la pollution de l'air tous les ans. Les centres-villes sont en train d'être fermés aux véhicules thermiques. Eh bien, moi, je veux qu'on ait des industries automobiles françaises. Je veux qu'on relocalise la production. Et ça se fera autour de l'électrique, du biogaz, de l'hydrogène vert. Mais sur la batterie, sur les data, sur la construction automobile, j'en ai assez d'entendre qu'on ne peut rien faire et qu'on a des groupes qui délocalisent, qui suppriment les emplois, qui ferment les usines sur nos territoires. On va changer ça, on va inverser la tendance. Les voitures occasion continueront de rouler jusqu'à extinction quand elles sont thermiques. On parle bien des véhicules neufs. Avant de parler de l'énergie, gros sujet, est-ce que vous êtes pour... Et on fera pour les véhicules d'occasion, on va favoriser énormément ce qui est peu connu en France, ce qu'on appelle le rétrofit. Vous avez votre voiture, vous changez juste le moteur. Vous changez le moteur thermique pour un moteur électrique. Il y a plein de municipalités qui sont en train de se saisir de ça. Et pour les artisans, c'est génial parce que quand vous avez aménagé votre camionnette pour vos outils, machin, vous n'avez pas à changer de véhicule. Vous changez le moteur et vous êtes aidé pour changer le moteur. Est-ce que vous êtes, autre sujet, pour l'universalité des allocations familiales ? Nous, on est pour, aujourd'hui, y compris avoir des allocations familiales dès le premier enfant. 70 € par an. Sous condition de revenus ou pas? Écoutez, le principe, oui. Non, pas sous condition de revenus. Non. Pas sous condition de revenus. Non. D'accord. Donc vous êtes pour l'universalité. Oui. Dès le premier enfant, y compris, il faut pouvoir bénéficier d'un soutien. Parce que, à la fois, sont des dépenses en plus. Quand on voit les contraintes sur le logement, quand on voit les contraintes, les coûts, eh bien, il faut être aidé dès le premier enfant. Mais vous savez, on va changer beaucoup de fiscalité. Les socialistes avaient mis les allocations sous condition de revenus. Vous dites, c'est très important. Non, on a une politique plutôt nataliste. On a une politique qui aide. Vous savez, moi, on va renforcer énormément l'impôt sur la fortune. Aujourd'hui, on va mettre l'impôt sur la fortune pour les 1% les plus riches, à partir de 2 millions d'euros. Et on va avoir un rendement de 15 milliards. Parce que trop souvent, les milliardaires échappent à l'impôt, vous le savez. Avec ça, on va financer un revenu citoyen. Dans notre pays, dès 18 ans, 900... personne ne touchera moins de 920 € par mois. Nous allons éradiquer enfin la grande pauvreté et donner de l'autonomie à nos jeunes. Donc on va faire beaucoup de justice sociale, on va faire beaucoup de redistribution, parce que dans notre pays, il n'est pas normal que quand on a un hôpital qui souffre, une école qui souffre, un commissariat qui souffre, un tribunal qui souffre, les très riches continuent à s'enrichir et les plus précaires continuent à s'appauvrir. Et j'entends que dans cette grande entreprise de redistribution, les allocations familiales, pour tous, quel que soit le revenu, à partir du premier enfant, c'est dans votre programme. C'est intéressant. Emmanuel Macron va à Belfort demain. Visite consacrée à la stratégie énergétique française. On va parler de l'énergie. Mais d'abord, est-ce que le rachat, qui devrait être confirmé demain, des activités nucléaires de General Electric par EDF est une bonne chose? Vous savez qu'il y a énormément d'inquiétudes chez les salariés. Parce que EDF a été tellement fragilisé par l'obsession nucléaire que les salariés craignent que EDF n'ait pas les reins assez solides pour relancer l'activité, y compris relancer l'activité sur l'idée qu'on va construire de nouveaux réacteurs nucléaires. Mais sur le fond, le retour à la maison pour les activités nucléaires d'EDF, est-ce que c'est une bonne chose? On rappelle. Ce que je trouve choquant dans cette affaire, c'est que vous voyez l'absence
de politique industrielle dramatique, particulièrement sur ce quinquennat. Emmanuel Macron, juste avant l'élection présidentielle, essaye de corriger l'aberration d'avoir vendu Alstom à General Electric. Et comme on rappelle que ça avait été vendu à General Electric par Emmanuel Macron quand il était ministre de l'économie. Dans des conditions absolument inacceptables pour la France. Donc il fait de l'électoralisme. La politique. Vous savez, nous sommes un pays qui a historiquement eu une grande politique industrielle. Aujourd'hui, il n'y a plus de politique industrielle. Vous avez un haut commissaire au plan, François Bayrou, qui doit faire surtout des plans de table plutôt que des plans pour l'industrie française. Vous avez une sorte d'improvisation permanente sur les enjeux industriels. Par exemple, on parle du nucléaire. Moi, attendez, on va parler du nucléaire, mais pas tout de suite. Mais pour vous parler de politique industrielle, EDF, quand on a voulu... Vous voulez nationaliser EDF. Oui. C'est aujourd'hui à 84%. Ça changera quoi? Ça changera 3 choses. 1, EDF a d'énormes problèmes d'argent. Vous le savez, très endetté par cette obsession nucléaire. Donc, quand vous avez un EPIC plutôt qu'une société anonyme, vous empruntez à de meilleures conditions. 2, il y a un enjeu majeur sur les grands barrages. Les grands barrages hydrauliques français sont en train d'être privatisés, d'être mis en concession. C'est un enjeu majeur de souveraineté, de gestion de l'eau et de sécurité. Troisièmement, quand on ferme aujourd'hui une centrale nucléaire, on donne des indemnités de fermeture de centrales à des actionnaires qui n'ont jamais participé à la construction des centrales. Je trouve ça totalement inadmissible. Donc on va faire d'EDF le bras armé de la transition énergétique. Vous êtes pour une sortie progressive du nucléaire. Oui. Sortie du nucléaire. Oui. Ma question est simple. Quand est-ce que vous fermez le dernier réacteur? J'ai cherché dans votre programme, je n'ai pas trouvé. C'est quand vous fermez le dernier bouton? Juste 3 mots. Aujourd'hui, la France est en grande difficulté du fait de la fragilité de ses réacteurs nucléaires. L'autorité de sûreté nucléaire oblige EDF à fermer de nouveaux réacteurs nucléaires pour maintenance. Et ce sont les plus récents. Donc on a 10, 12 réacteurs nucléaires qui ne peuvent pas tourner parce qu'ils ont des problèmes. Deuxièmement, donc ça explique aussi l'explosion de la facture d'électricité. Deuxièmement, moi ce que je dis, c'est qu'on ne construit pas de nouveaux réacteurs nucléaires. Le choix aujourd'hui, c'est est-ce qu'on construit de nouveaux réacteurs nucléaires? Est-ce qu'on met le paquet sur les énergies renouvelables? Emmanuel Macron va annoncer un plan demain avec des nouveaux EPR. Eh bien écoutez, c'est son choix. C'est un choix politique. C'est un choix que vous caractérisez comment? De passer, un choix obsolète et le choix du fiasco. On a un EPR, Madame Martichoux, on a un EPR aujourd'hui qui aurait dû entrer en fonction en 2012 pour 3 milliards d'euros. Il n'entrera pas en fonction avant des années et des années. Attendez, il coûte, selon la Cour des comptes... Les Verts, vous êtes historiquement anti-nucléaire. Oui. C'est important parce que je me demande si ça ne brouille pas aussi votre image aujourd'hui dans la présidence. Les Français ont compris que c'est l'énergie la plus décarbonée. Mais ça, c'est ce que vous en dites. Ça, c'est ce que vous en dites. Pardonnez-moi. Non, moi je pense qu'aujourd'hui, les Françaises et les Français, quand on regarde les enquêtes d'opinion, ils aimeraient bien sortir du nucléaire et qu'on fasse des énergies renouvelables. Mais attendez, laissez-moi juste finir mon raisonnement. On a un EPR, 17 milliards d'euros de surcoût. 17 milliards, vous vous rendez compte? L'argent. Personne n'a jamais rendu compte devant les Français sur cette gabegie. Et le président de la République, il prend un fiasco, 17 milliards de surcoût, et il va en faire 6, et ce sera un succès? Eh bien, les écologistes, ils vont mettre le paquet sur les économies d'énergie, ils vont mettre le paquet sur les énergies renouvelables. Et progressivement, pour répondre à votre question, progressivement et quand nous fermerons. Eh bien, il y en aura 10 d'ici 2035. Mais quand est-ce que vous fermez On a l'impression qu'en fait, vous resterez un peu... Mais non, parce que vous prenez le sujet à l'envers. Vous dites, au fond, moi, je veux absolument fermer le nucléaire. Il le dit, hein. Mais ça, c'est Mélenchon. Moi, je dis, en responsabilité, on met le paquet sur les économies d'énergie, on déploie les énergies renouvelables et au fur et à mesure, on ferme les réacteurs nucléaires. Ça prendra 20 ans. Si ça doit prendre 25 ans, ça prendra 25 ans. Je ne mettrai pas en danger notre économie, je ne mettrai pas en danger les familles. Au contraire, on créera de l'emploi, on créera des entreprises et on protégera le pouvoir d'achat des Français et on sauvera EDF, aujourd'hui menacé de faillite du fait de cette obsession nucléaire.
On y reviendra bien sûr à l'occasion d'autres débats pendant la présidentielle. Les débats d'ailleurs, si Emmanuel Macron ne participe pas au débat, avez-vous dit récemment, ce serait une faute morale. En quoi ce serait une faute morale? Parce que je pense que notre pays a besoin d'un grand débat politique, parce qu'on sort d'une période... À vous de jouer, hein? Oui, mais ne vous inquiétez pas. Je veux dire, moi je fais confiance aux Français pour de toute façon s'emparer du débat de la présidentielle. Que Emmanuel Macron soit fébrile sur son bilan, peu courageux sur son projet, c'est son sujet. Les Français trancheront. Mais quand on sort d'une période où les Français sont fatigués, il y a eu la pandémie, beaucoup, vous vous souvenez, il y a quelques mois, tout le monde s'interrogeait sur le monde d'après. Quelles leçons on tire de cette pandémie? Quelles leçons on tire d'un modèle qui met les Français en concurrence avec le reste du monde, qui fait perdre nos industries, qui appauvrit et déstabilise nos services publics? Et donc on a besoin de ce grand débat. On a besoin de ce grand débat parce qu'on a besoin de retrouver de l'enthousiasme dans notre pays. On a besoin de se réconcilier autour d'un projet. Et on ne peut pas tronquer le débat de l'élection présidentielle parce qu'il se joue un projet de civilisation. Vous voyez bien. Son argument, c'est de dire, il a fait dire par Gabriel Attal, tout le monde sera contre moi et je n'aurai que 10 minutes pour me défendre. Enfin, en gros. Écoutez, là, je pense qu'il fait campagne assez largement. Il ne rentre pas dans l'équité des temps de parole. Il profite largement de son statut présidentiel pour faire campagne. Il distribue des milliards dans tous les sens. C'est des milliards, c'est le quoi qu'il en coûte électoraliste d'Emmanuel Macron. Et il va nous expliquer qu'en fait, il ne pense pas à la campagne présidentielle. Tout ça n'est pas sérieux. Et donc, faute morale, vous maintenez. Ce serait une faute morale de ne pas accepter d'échanger avec les adversaires. De toute façon, nous serons en campagne. Et les Françaises et les Français savent, quand ils lisent que 1400 scientifiques les interpellent sur le dérèglement climatique, quand ils voient les océans dont on va parler ces jours-ci aussi menacés, quand ils voient les injustices sociales, ils savent bien qu'il faut parler politique, parce que moi, mon sujet, ce n'est pas les idées nauséabondes du grand remplacement, c'est l'innovation, l'enthousiasme contre le grand réchauffement. Vous avez votre gouvernement en tête. On n'en est pas là. Une femme première ministre. Oui. Je vous ai entendu tout à l'heure. On vous a tous entendu sur ce que vous avez dit de Gérald Darmanin. Une femme première ministre. Et de sa confrontation. Et une femme présidente de l'Assemblée nationale. Face à une femme. Et ce sera Anne Hidalgo serait une bonne première ministre ou pas? Non, on ne va pas rentrer dans les noms. Non, je ne rentre pas dans ce truc-là. On n'y est pas. Je dis que, y compris l'Assemblée nationale sera paritaire. Ce sera à la fin, à l'Assemblée nationale, 50% de femmes, 50%